Bonjour à tous, c'est Simlef. Aujourd'hui, je commence une série de vidéos qui va tenter de répondre à la question suivante: la stratégie navale soviétique et son influence potentielle sur la Chine. En gros, quelles sont les bonnes idées, les stratégies intéressantes que les soviétiques ont imaginées et que les Chinois pourraient reprendre à leur compte au XXIe siècle. Je commence par une approche générale, plus globale, plutôt les questions de stratégie que les questions de tactique, notamment l'idée d'une offensive sous-marine. Le concept soviétique, ce qu'on surnomme les meutes de Gorchkov, du nom de l'amiral soviétique qui est le père fondateur de la marine de l'URSS, d'accord, qui a vraiment développé cette marine de Moscou. Alors, l'idée d'une offensive sous-marine n'est pas nouvelle, c'est pas les soviétiques qui l'ont inventée, les Allemands, que ce soit pendant la guerre de 14-18 ou pendant la Deuxième Guerre mondiale de 39-45, ont largement utilisé cette idée d'une offensive sous-marine avec leur vaste flotte de U-boats. D'accord ? Cependant, les soviétiques vont améliorer un peu ce concept d'offensive sous-marine. C'est expliqué donc ici avec cette série d'infographies. Les sous-marins se perfectionnant, sachant que maintenant ils peuvent tirer des missiles de croisière mer-terre, et il y a de nouvelles possibilités. Donc, dans la tête des soviétiques, notamment à partir des années 1970, ces sous-marins peuvent attaquer les bases navales adverses, miner certains détroits ou certains ports importants, attaquer en priorité les cibles à haute valeur ajoutée comme les SNLE, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, c'est-à-dire lanceurs de bombes atomiques, ainsi que les porte-avions. Je vous parlais il y a un instant de missiles de croisière mer-terre, c'est expliqué en haut à droite avec le petit sous-marin en rouge. Ce sont par exemple les missiles américains Tomahawk, qui ont plusieurs milliers de kilomètres de portée, ou les missiles russes tels que le missile Granat. D'accord ? Donc larguer des mines, faire du bombardement, torpiller, lancer des missiles, les sous-marins offrent un large échantillon de capacités, de possibilités. Je vais vous un petit peu résumer ceci dans ce schéma. Donc là, vous avez les grandes idées. Torpiller les cibles prioritaires, attaquer les bases navales adverses, attaquer le réseau SOSUS. Donc SOSUS, c'est une ligne de capteurs qui barrait l'Atlantique aux sous-marins soviétiques. Ce sont des sonars posés au niveau des fonds marins entre le Groenland, l'Islande et la Grande-Bretagne, qui captaient tous les passages de navires et de sous-marins soviétiques. Et là, vous avez donc la version détaillée. Si vous voulez avoir plus de précision, n'hésitez pas à mettre pause pour regarder ça d'une manière plus attentive. Donc l'idée d'une offensive sous-marine. Au passage, j'en profite pour dire que les Américains dans les années 80, à l'époque de Reagan, reprennent également à leur compte l'idée d'une offensive sous-marine. Donc question, pourquoi à son tour, la Chine ne récupérerait pas cette idée d'une offensive sous-marine? C'est ce qu'on va voir maintenant. Est-ce que c'est d'actualité en 2021 que les Chinois tentent une offensive sous-marine en cas de conflit? Alors déjà, il faut qu'on voit un petit peu l'état des forces au niveau de la plane, c'est-à-dire la marine chinoise. Là, je vous ai mis un extrait d'un tableau un petit peu de l'état des forces de la marine chinoise, notamment des sous-marins. Et là, je vous ai mis, vu que c'est un petit peu flou, le détail des sous-marins d'attaque, que ce soit des sous-marins nucléaires, des sous-marins conventionnels. Donc là, déjà, on voit que les Chinois, en fait, n'ont pas beaucoup de sous-marins nucléaires d'attaque qui peuvent se projeter loin et qui peuvent rester des mois sous l'eau, qui sont plus discrets quand même. Ils ont majoritairement des sous-marins à propulsion conventionnelle qui généralement doivent revenir à la surface tous les 3 jours, qui n'ont pas forcément de missiles de croisière contre la Terre et qui se déploient pas très loin. D'accord ? Donc, pour le moment, en 2019, le potentiel chinois est moyennement adapté à une offensive sous-marine générale. Cependant, plus tard, par exemple en 2030,
au rythme où vont plutôt les constructions navales chinoises, plus tard ce serait tout à fait possible, hein. Le jour où la Chine en fait aurait au moins une quinzaine, une vingtaine de sous-marins nucléaires d'attaque, là ce sera déjà plus réalisable. D'accord? Mais pour le moment, là surtout des sous-marins côtiers, plutôt des sous-marins à vocation défensive. Alors, en 2021, mais peut-être plutôt en 2030, où la Chine pourrait faire son offensive sous-marine. Alors, déjà contre des pays voisins, des pays qui sont prêts, notamment le Vietnam, hein. Par exemple, s'il y a une offensive terrestre contre le Vietnam, les sous-marins pourraient accompagner cet effort offensif, par le déploiement de sous-marins qui attaqueraient la base vietnamienne de Da Nang, le port d'Haiphong, de Saigon, tout ça, et puis qui pourraient faire des frappes de missiles sur des cibles stratégiques. D'accord ? Après tout, il y a bien eu une guerre entre la Chine et le Vietnam en 1979, donc on peut considérer qu'il pourrait bien avoir un conflit entre ces deux pays un jour ou l'autre, hein. Pourquoi pas une deuxième fois, j'ai envie de dire, même si les deux économies sont quand même assez interdépendantes. Par contre, plus pertinent, une offensive sous-marine contre Taïwan, hein, l'ennemi juré de la Chine, vu que, souvenez-vous, la Chine considère que Taïwan, ça fait partie de la Chine, que l'autre Chine n'existe pas, hein. D'accord? Alors là, contre Taïwan, une offensive sous-marine serait très pertinente pour bloquer le fameux détroit de Taïwan. Pareil, pour bombarder des cibles à haute valeur ajoutée sur cette île, pour déployer des mines, ou voire miner le détroit de Taïwan, pour se déployer et constituer une sorte de force de dissuasion face à une éventuelle intervention des Occidentaux, par exemple. Donc là, dans le cas d'une attaque de Taïwan, l'offensive sous-marine, ça pourrait être un concept utile et intéressant, pertinent. Par contre, une offensive sous-marine contre la Corée du Sud et le Japon, pareil, là, ça paraît improbable et irréalisable. Ce sont des cibles plus lointaines. La Corée du Sud et le Japon ont tous les deux beaucoup de sous-marins, des sous-marins très modernes, hein. Je pense notamment aux sous-marins allemands que la Corée du Sud a acquis, ou les sous-marins classe Soryu de Tokyo qui sont balèzes. D'accord? Donc là, l'offensive sous-marine contre ces deux États, c'est réaliste, hein, concrètement. D'accord? Donc voilà pour ce qui concerne les offensives sous-marines. Merci pour votre écoute et à bientôt.